Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Alors je vous rappelle que cet événement fait partie d'une programmation dont vous pourrez retrouver les dates, les thèmes, les intervenants dans la partie du cours qui est intitulée Direct. Et vous trouverez également dans cette partie les enregistrements des précédents événements. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine Trouy, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine, pour parler du bois et de son rôle dans l'adaptation des arbres aux extrêmes climatiques. Le principe de ces directs ne change pas si vous le connaissez. D'abord une présentation, 30-35 minutes environ, puis un temps d'échange sur la base de questions que nous vous invitons à poser dans le chat, donc l'espace discussion de ce webinaire. Et ma collègue Delphine et moi relierons à notre intervenante les différentes questions. Mais entrons à présent dans le vif du sujet. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Lorraine et vous enseignez à l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, donc l'ENSTIB. Vos travaux de recherche que vous effectuez au laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois portent sur la xylologie ainsi que sur l'anatomie du bois. En parlant de l'anatomie du bois, je précise et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes à l'origine d'un MOOC qui est joué depuis 2016, qui s'appelle le MOOC Anatomie du bois, qui a été joué à de multiples reprises et qui est actuellement ouvert sur la plateforme Fun. Et l'objectif, en vous invitant, c'était, et merci d'avoir accepté, parce que nous souhaitions établir une passerelle entre donc, le MOOC sur les arbres, auquel vous êtes certainement inscrit, et ce MOOC sur l'anatomie du moi que vous avez et que vous portez depuis de nombreuses années. Donc merci d'avoir accepté cette passerelle entre ces deux projets. Alors, c'est le moment de vous laisser la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci beaucoup. Marie-Christine, je vous propose de repartager votre diaporama. Oui, Il y a eu une mauvaise manip. Il y a quelqu'un qui a partagé son diaporama en même ah, temps, son d'accord. écran. Allez, je vous laisse le faire. Hop. Donc là, c'est bon? Ah Non? oui, c'est bon. C'est bon, vous l'aviez? Oui. Non, on ne l'a pas, Non, mais non, nous ne l'avons non. pas Là, encore. vous avez les droits pour le partager. D'accord. Hop, je reviens ici. Voilà. C'est bon pour Voilà, vous? il apparaît Parfait. bien. Merci. Merci Parfait. beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler d'anatomie du bois. Donc, l'anatomie du bois, c'est une discipline qui intéresse aussi bien ceux qui étudient la physiologie de l'arbre que ceux qui étudient les propriétés du bois en tant que matériau. Donc moi, je suis plutôt partie de la deuxième catégorie, mais en réalité, quand on étudie l'anatomie du bois, on s'intéresse forcément à la biologie de l'arbre. Donc je vous parlerai des différentes fonctions du bois dans l'arbre. Donc effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui ont déjà été traités dans le cadre du MOOC arbre. Et je me suis effectivement efforcée de faire un lien entre ce qui a déjà été vu et, euh, et puis ce que je peux apporter, moi, en tant qu'anatomiste du bois. Donc, je me focaliserai sur la fonction conductrice du bois, et puis je présenterai les différentes approches de l'anatomie du bois avant de finir par une application qui est l'identification d'une espèce végétale à partir de l'observation de son bois. Alors, hop, je vais peut-être... Euh, alors, j'ai le bandeau qui me dérange un petit peu ici. Bon, c'est pas très grave. Donc, la fonction conductrice du bois, donc les différentes fonctions du bois dans l'arbre, pardon. Donc, on a la conduction de la sève brute qui va être assurée par les trachéides et les vaisseaux. Donc, les trachéides et les vaisseaux, en tout cas les éléments qui composent les vaisseaux, sont des cellules qui sont mortes à maturité. Et donc, on peut les comparer à des petits tubes creux à l'intérieur desquels la sève va pouvoir circuler. Une autre fonction du bois, c'est le soutien mécanique et le contrôle de la posture. Donc, le contrôle de la posture a sans doute été abordé par Bruno Mouliat.
Donc, cette fonction est assurée par les trachéides chez les résineux et par les fibres chez les feuillus. Donc, les trachéides des résineux, on l'a dit à l'instant, sont des cellules mortes. Les fibres des feuillus euh, peuvent rester vivantes un certain temps dans certains cas, mais le plus souvent, ce sont des cellules mortes également, car elles n'ont pas besoin d'être vivantes pour remplir leur fonction principale. Donc, on voit que dans l'arbre vivant, dans l'arbre sur pied, il y a déjà beaucoup de cellules qui composent le bois qui sont des cellules mortes. Et puis, donc, une autre fonction du bois dans l'arbre, c'est de stocker des réserves, le plus souvent de l'amidon, et d'élaborer des substances, notamment de défense, comme des résines, des gommes, des tanins. Et ça va être réalisé forcément par des cellules vivantes. Et les cellules vivantes qui sont présentes dans le bois s'appellent des cellules de parenchyme. Elles peuvent être orientées dans la direction longitudinale, donc parallèle à l'axe de l'arbre, ou elles peuvent être radiales et former à ce moment-là ce qu'on appelle les rayons ligneux. Donc ici, nous avons deux images de coupe transversale de chaînes pédonculées, à gauche observées à la loupe et à droite au microscope. Donc, quand on veut, le bois de feuillu est caractérisé par la présence de vaisseaux. Et les vaisseaux, ce sont des cellules qui sont beaucoup plus grosses que les autres et qui sont spécialisées dans le rôle de conduction de la sève. Donc, les gros vaisseaux, pour trouver les vaisseaux, on cherche les cellules les plus grosses. Donc, le chêne, c'est un bois à zone initiale poreuse avec une concentration de gros vaisseaux en début de cerne. Et puis après, dans ce qu'on appelle le bois final, hein, le début de cerne, c'est le bois initial qui est formé au printemps. Le bois final, c'est le bois qui est plutôt formé en été et en automne. Donc dans le bois final, on va encore avoir des vaisseaux, mais plus petits. Donc si on zoome sur le bois final, on va pouvoir observer les différentes cellules qui sont présentes dans le bois de feuillus classiquement. Donc on a ici un vaisseau, on a les fibres. Donc les fibres, comme elles ont un rôle de soutien, elles sont caractérisées par des sections assez étroites, des parois très épaisses. Ici, on a des cellules de parenchyme longitudinales qui ont une section qui est intermédiaire entre celle des fibres et celle des vaisseaux. Et puis le parenchyme radial, donc sous forme de rayon. Alors, je vais faire quelques rappels sur les circulations de sève. Donc, tout d'abord, la sève brute. Donc, l'arbre va puiser l'eau du sol et cette eau du sol va être donc absorbée au niveau des poils absorbants de la racine et elle va être acheminée jusqu'aux feuilles. Au niveau des feuilles, on va avoir une grande partie de cette eau qui va s'évaporer, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Et puis, il y a une petite partie de cette eau qui va servir à la photosynthèse. Euh, la sève élaborée, elle contient justement les sucres photosynthétisés, et elle va redescendre pour nourrir toutes les cellules vivantes de la plante. Et on voit qu'elle est distribuée radialement au niveau des rayons ligneux. Maintenant, si on parle des cellules conductrices de ces sèves, des tissus conducteurs plutôt de ces sèves, la sève brute, elle circule dans le bois, plus précisément dans les tout derniers cernes de bois formés, donc qui se situent dans une couronne périphérique qu'on appelle l'aubier. Donc là, sur mon dessin, l'aubier, c'est la partie que j'ai représentée en bleu clair. Et puis la sève élaborée, elle circule dans le libère, donc c'est ce qu'on appelle également l'écorce interne, et c'est ce que j'ai représenté en rose pastel. Et on voit effectivement que cette sève élaborée, elle est distribuée radialement à travers les rayons. Donc les rayons, quand ils sont dans le bois, c'est les rayons ligneux. Quand les rayons sont dans le libère, ce sont les rayons libériens. Et comme au niveau des rayons, on a du parenchyme radial, et que le rôle du parenchyme radial, c'est de stocker et de mobiliser les réserves de sucre,
on comprend pourquoi ces rayons sont disposés de cette manière-là, orientés radialement, puisque ça leur permet d'être directement branchés, en quelque sorte, sur le libère, là où circule la sève élaborée. Donc voilà, on comprend pourquoi il y a des rayons ligneux dans le bois et c'est en rapport avec le rôle de stockage de réserve. Alors, on va parler des trachéides. Donc, les trachéides, ce sont des cellules non perforées. Donc, on comprendra peut-être un petit peu mieux ce que ça veut dire quand on parlera des éléments de vaisseau, qui, eux, sont des cellules perforées. Donc, les trachéides, ce sont des cellules qui se chevauchent au niveau de leurs extrémités. Et au niveau des extrémités, il y a des points de communication, des ponctuations, qui permettent le passage de la sève d'une trachéide à l'autre. Alors ici, on a un petit schéma qui explique la ponctuation aréolée. Ce qui est représenté en noir, c'est les parois primaires. C'est la paroi primaire, enfin les deux parois primaires des deux cellules adjacentes. Pour expliquer ça simplement, une cellule, quand elle vient d'être formée par le cambium, par mitose, donc la cellule de cambium se divise pour produire d'autres cellules. Donc la cellule, quand elle vient d'être formée, elle possède uniquement une paroi primaire. Et si la cellule nouvellement formée est destinée à devenir une cellule de bois, elle va épaissir sa paroi en déposant une paroi secondaire. Donc la paroi secondaire, c'est ce que j'ai représenté ici en brun clair. Donc au niveau de la ponctuation, on voit que la paroi secondaire est décollée, ce qui permet de ménager un espace intérieur qu'on appelle la chambre. Donc la paroi secondaire est décollée et elle est interrompue de chaque côté par une ouverture. Donc la sève va rentrer par l'ouverture de la paroi secondaire et elle va à ce moment-là se trouver face aux parois primaires. Au centre de la ponctuation, on a un épaississement des parois primaires qu'on appelle le torus. Donc la sève ne peut pas traverser au niveau du torus, elle doit le contourner et elle va passer tout autour au niveau d'une membrane poreuse. Donc on peut se rendre compte peut-être cette membrane poreuse tout autour du torus sur la représentation qui est juste à droite, où cette fois on a la ponctuation aréolée de face. Donc en haut à droite, on a la ponctuation aréolée de face et sur le dessin qui est juste en dessous, en fait, on fait comme si on avait enlevé finalement la paroi secondaire comme un couvercle pour bien voir les parois primaires avec l'épaississement central, le torus et la membrane poreuse tout autour au niveau de laquelle la sève va pouvoir traverser. Voilà, donc c'est une ponctuation qui semble assez complexe, mais qui représente une très belle invention parce qu'elle est susceptible de se fermer. Alors, ce que je n'ai pas rappelé précédemment, c'est que la transpiration est le moteur de la montée de sève brute dans les arbres. Ça a été expliqué à plusieurs reprises, je pense, dans le MOOC Arbre, notamment par Erwin Dreyer. Donc, la transpiration est le moteur de la montée de sève brute dans les arbres. Euh, donc la sève, elle est aspirée, tout départ d'eau au niveau des feuilles par transpiration et immédiatement compensée par une entrée d'eau en bas de la colonne par absorption au niveau des racines. Et donc la sève brute, elle circule sous tension, elle est aspirée, elle est à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Donc dans le bois, il y a de nombreuses colonnes d'eau et quand une cavité d'air apparaît dans une colonne d'eau et finit par interrompre le flux, on dit que l'élément, la colonne est embolisée, la cellule dans laquelle est apparue la cavité gazeuse est embolisée. Et à ce moment-là, cette cellule revient à la pression atmosphérique. Donc, sur le petit dessin qui est en bas à droite de la diapositive, on voit côte à côte une trachéide embolisée et une trachéide fonctionnelle. La trachéide embolisée, donc elle est revenue à la pression atmosphérique,
La trachéite fonctionnelle, elle est à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Donc, cette différence de pression va faire que le torus va être aspiré du côté de la trachéite fonctionnelle, va venir se plaquer contre l'ouverture de la paroi secondaire et va donc fermer la ponctuation aréolée. Donc, la trachéite qui est embolisée, elle va avoir toutes ces ponctuations aréolées qui vont se fermer et elle va être isolée du reste des trachéides environnantes. Et comme ça, l'embolie ne va pas se propager et la sève va continuer sa montée en empruntant un autre circuit. Donc, c'est un système qui est très sécuritaire. Alors, effectivement, dans le bois de résineux, la sève brute, elle est obligée de traverser des milliers de ponctuations aréolées, des milliers de membranes. Donc, ça, forcément, ça diminue l'efficacité hydraulique, puisqu'il y a des forces de frottement. Mais à côté de ça, c'est un système conducteur qui est très sécuritaire parce que les, euh, les éléments embolisés sont circonscrits et, euh, et donc l'embolie n'a pas tendance à se propager. Alors, deux images de pin sylvestre pour montrer la simplicité du bois de résineux. Donc, dans le bois de résineux, il y a principalement des trachéides, plus de 90-95% du volume de bois de résineux, c'est des trachéides. Les trachéides, ce sont des cellules peu spécialisées qui, on l'a vu, remplissent aussi bien le rôle de conduction que le rôle de soutien. Pour les résineux des régions tempérées, on a une petite spécialisation avec les trachéides du bois initial du bois de printemps, donc des grosses trachéides qui ont un rôle de conduction marqué, alors que les trachéides qui sont formés à la fin de la saison de végétation, donc été, début d'automne, sont des trachéides qui ont un rôle de conduction plus marqué. Sinon, dans le bois de résineux, il y a des rayons ligneux qui sont toujours très étroits. Et puis, chez certaines espèces de résineux, on peut avoir des canaux résinifères. Alors, maintenant, les vaisseaux. Donc, les vaisseaux sont la particularité des feuillus. Ce qui caractérise le bois de feuillu, c'est vraiment la présence de vaisseaux, c'est-à-dire la présence de cellules qui sont spécialisées dans la conduction de la sève. Un vaisseau, c'est un empilement de cellules, un empilement d'éléments de vaisseau, et les éléments de vaisseau sont perforés au niveau des extrémités. Et une perforation, c'est vraiment une ouverture. C'est pas comme une ponctuation. Dans une perforation, il n'y a pas de membrane à traverser. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'obstacles sur le parcours de la sève et l'efficacité hydraulique d'un vaisseau est plus forte que l'efficacité d'une trachéide. Alors, il existe cependant deux types de perforations. Vous avez les perforations scalariformes, donc quand la paroi terminale de l'élément subsiste sous forme de barreaux, qui font penser donc à l'ensemble des barreaux fait penser à une échelle. Donc ça, c'est les perforations scalariformes. Et puis, vous avez les perforations simples avec une grosse ouverture unique, donc vraiment très peu d'obstacles sur le parcours de la sève. Donc là, une petite représentation pour mieux visualiser cet empilement. Donc, ce système hydraulique, il présente plusieurs avantages. Donc, on vient de le dire, à l'intérieur d'un vaisseau, la sève va circuler sur une longue distance sans obstacle, donc une grande efficacité hydraulique. Et de plus, quand le diamètre du conduit augmente, l'efficacité hydraulique augmente. Ça a été, je sais, évoqué par Erwin Dreyer aussi. Le prix à payer pour cette efficacité hydraulique, c'est qu'en cas d'embolie, un grand volume sera impacté. Et la parade à ce risque accru d'embolie, c'est qu'il existe chez les feuillus des mécanismes de réparation des embolies. Donc on voit à travers cette description succincte des systèmes hydrauliques chez les résineux et chez les feuillus que la stratégie des résineux repose sur la sécurité, alors que la stratégie des feuillus repose sur l'efficacité.
Alors, parmi les feuillus, il existe plusieurs stratégies. Donc, parmi les espèces de nos régions, on a deux stratégies possibles pour simplifier. On a la stratégie du chêne et la stratégie du hêtre. Alors, le chêne, donc là, vous avez des images de chêne sessile cette fois. Donc, on l'a vu, le chêne, bois à zone initiale poreuse. Donc, en début de cerne, on a des gros vaisseaux solitaires qui ont une efficacité hydraulique très importante. Mais effectivement, en cas d'embolie, c'est un gros volume qui est mis hors service. Donc, il faut savoir que chez le chêne, autour de ces gros vaisseaux solitaires de la zone initiale poreuse, il y a des trachéides, qu'on appelle des trachéides juxtavasculaires, parce qu'elles sont donc à côté du gros vaisseau. Ça veut dire qu'en cas d'embolie, ces trachéides juxtavasculaires, elles peuvent prendre le relais de la conduction de la sève. Et puis, dans le bois final, on a des petits vaisseaux. Donc, ça veut dire que le système conducteur du chêne, il est composé de trois types cellulaires différents. Les gros vaisseaux, les trachéides et les petits vaisseaux. La stratégie du hêtre, qui est aussi celle de l'érable, du tilleul, du charme, beaucoup d'autres bois, c'est d'avoir donc une répartition homogène des vaisseaux dans tout le cerne et beaucoup de petits vaisseaux. Voilà, des vaisseaux petits et nombreux. Alors, on peut remarquer que dans certains cas, les vaisseaux sont accolés. Ça veut dire qu'ils partagent une paroi commune. Voilà, cette paroi ici, qui est montrée par la flèche bleue, elle est commune à deux vaisseaux qui sont accolés. Donc, ces deux vaisseaux vont pouvoir communiquer, échanger de la sève à travers des ponctuations. Donc, c'est important de bien comprendre la différence entre une perforation. Donc, la perforation, c'est vraiment l'ouverture entre les éléments de vaisseau superposés à l'intérieur d'un vaisseau. Les ponctuations, c'est des petits points de communication entre des vaisseaux accolés. Les ponctuations, elles sont sur les parois latérales des vaisseaux. Et qui dit ponctuation dit membrane de ponctuation. Ce n'est pas juste une ouverture. Il y a forcément, dans une ponctuation, il y a forcément une membrane à traverser. Alors, l'embolie donc l'embolie de manière générale, hein, on a dit que c'est l'interruption d'une colonne d'eau par apparition d'une cavité gazeuse. Et l'embolie estivale, elle est liée à une tension trop forte sur une colonne de sève. Et comme il y a toujours de l'air dans le bois d'un arbre, il y a toujours de l'air quelque part, le risque, si on a une aspiration qui est trop forte sur une colonne de sève, c'est que cette aspiration provoque l'entrée d'air d'une zone précédemment embolisée sous forme de germe d'air. Voilà, le germe d'air, c'est de l'air qui est aspiré sous l'effet d'une transpiration, d'une tension trop forte dans une colonne de sève. C'est la propagation de l'embolie. Donc ici, je pense que vous comprenez ce schéma. On a des vaisseaux qui sont accolés. À l'intérieur des vaisseaux, on voit bien que c'est des empilements d'éléments de vaisseaux séparés par des perforations. Et on voit que la ponctuation de feuillus, contrairement à la ponctuation aréolée de résineux, la ponctuation aréolée de feuillus, elle n'a pas de torus. Donc, elle n'est pas capable de se fermer, comme dans le cas des résineux. Et donc, cette ponctuation, c'est vraiment un facteur clé pour expliquer la résistance à l'embolie estivale de certaines espèces. Donc, la ponctuation entre deux vaisseaux accolés, sa fonction, c'est de laisser passer l'eau, bien entendu, la sève, mais par contre, elle doit être, si possible, elle doit éviter le passage le plus possible de l'air.
Alors, pour comprendre cette adaptation au milieu, on va prendre deux exemples. L'exemple d'une espèce méditerranéenne, le chêne vert, et puis l'exemple d'une espèce qui est largement présente sur le territoire métropolitain français, mais qui n'est pas présente du tout sur le pourtour méditerranéen, le noisetier. Et on va regarder justement les membranes de ponctuation. Donc, si vous pouvez, je pense que vous comprenez ces deux images. Donc là, on est à l'intérieur, on est au niveau d'une ponctuation intervasculaire, donc une ponctuation entre deux vaisseaux. Et ce qu'on voit ici au milieu, c'est la membrane de ponctuation. Et on voit que chez le chêne vert, on a une membrane qui est beaucoup plus épaisse que chez le noisetier. Et effectivement, des membranes de ponctuation plus épaisses avec une porosité plus fine, ça permet de limiter l'apparition des germes d'air et ça correspond à une adaptation à la sécheresse. Une autre adaptation à la sécheresse, c'est les ponctuations ornées. Donc, les ponctuations ornées, c'est des ponctuations où, à l'intérieur de la chambre, donc la chambre, c'est l'espace intérieur, à l'intérieur de la chambre, vous avez des ornementations de parois, des projections de parois, et ces projections de parois, elles vont limiter le risque de déformation de la membrane. Si la membrane se déforme à cause d'une différence de pression, euh, comme elle est poreuse, cette membrane, sa déformation peut entraîner une ouverture des pores et favoriser la formation de germes d'air. Donc, les ornementations de parois auraient pour fonction de maintenir la membrane bien en place. Et il y a d'autres auteurs qui pensent que ces ornementations de parois, elles permettent surtout d'augmenter la mouillabilité en augmentant la surface d'échange entre le liquide et la surface. Sachant que dans la paroi cellulaire, euh, il y a des constituants très hydrophiles. Hein. Dans la paroi cellulaire de bois, il y a des constituants très hydrophiles, en particulier en surface, les hémicelluloses et dans une moindre mesure la cellulose. Alors, une étude très intéressante a consisté à faire l'inventaire des espèces qui poussent donc enfin, qu'on peut classer dans différentes catégories de microclimats, de macroclimats, pardon, donc avec des risques de sécheresse plus ou moins importants, et donc de noter la présence des ponctuations ornées et des perforations scalariformes. Donc les barres gris clair représentent le pourcentage de genres avec des ponctuations ornées. Les grandes barres gris foncé représentent le pourcentage d'espèces avec des ponctuations ornées. Et les barres blanches représentent le pourcentage d'espèces avec des perforations scalariformes. Et donc, on voit que les perforations ornées, j'ai dit perforations, je pense, que les ponctuations ornées, pardon, sont plus fréquentes chez les espèces qui sont exposées au risque de sécheresse. Donc, on comprend parfaitement pourquoi. Et si on regarde les perforations scalariformes, on voit qu'elles sont peu représentées dans les zones qui sont exposées à la sécheresse et que ce qui est le plus avantageux pour une espèce qui est exposée à la sécheresse, c'est d'avoir des perforations simples. Et ça va dans le sens d'une maximisation de l'efficacité hydraulique. Alors, on peut s'interroger, toujours à propos du même schéma, sur le fait que les perforations scalariformes sont particulièrement nombreuses dans les espèces boréales. Donc, ça voudrait dire que les perforations scalariformes apportent un avantage adaptatif vis-à-vis du risque d'embolie hivernale cette fois. Donc, l'exemple qui s'impose, c'est bien sûr celui du bouleau, et le bouleau a effectivement des perforations scalariformes. Donc, quelques mots sur l'embolie hivernale. Donc, les colonnes de sève peuvent geler en hiver et les gaz sont solubles dans l'eau liquide, mais pas dans la glace. Donc, tout le monde a pu se rendre compte en fabriquant des glaçons. Quand on fabrique des glaçons, on voit bien qu'il y a des petites bulles de gaz.
Donc, dans les colonnes de sève gelée, il y a des petites bulles de gaz. Et au moment du dégel, les petites bulles de gaz vont se résorber assez facilement. Plus elles sont petites, plus elles se résorbent facilement. Par contre, les grosses, avant d'avoir eu le temps de se résorber, elles vont se dilater. Et le risque, c'est qu'elles coalescent, elles fusionnent pour, au final, provoquer une embolie. Donc, les feuillus qui résistent le mieux à l'embolie hivernale, ce sont les feuillus qui ont le bois le plus compartimenté possible, parce que donc chaque compartiment va garder ces petites bulles de gaz et ça va éviter le regroupement, la coalescence d'un trop grand nombre de bulles de gaz. Euh, il y a certains auteurs qui ont même avancé que les perforations scalariformes pouvaient avoir un rôle de tamis et limiter les tailles de bulles de gaz. Et comme on a déjà dit que les résineux avaient un bois très compartimenté, on comprend bien pourquoi, de manière générale, les résineux résistent bien à l'embolie hivernale. Voilà, donc à travers ces exemples, j'espère avoir montré toute l'importance de l'anatomie du bois. Et je vais maintenant parler des différentes approches de l'anatomie du bois. Donc l'anatomie du bois, elle a, dans un premier temps, été abordée de manière systématique. Donc l'anatomie systématique, elle consiste à décrire les bois en fonction de leur classification botanique. Donc voilà, dès le XVIIe siècle, les naturalistes s'attachaient à faire l'inventaire de toutes les œuvres de la création. Donc, c'est l'anatomie systématique aujourd'hui, elle est considérée comme un petit peu désuète, hein, justement parce que c'est la toute première approche, c'est l'approche historique, et on peut presque penser que depuis le temps, tous les bois ont été décrits, mais en réalité, on est loin d'avoir décrit tous les bois du monde, et il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est d'ailleurs dans ce domaine que j'agis principalement. Donc la relation entre l'anatomie du bois et l'adaptation au milieu, elle a réellement commencé grâce à Carl Quist, donc en 1975, pardon. Donc c'est l'anatomie comparative qui permet d'étudier l'évolution des bois à travers l'adaptation au milieu. Donc j'ai vraiment préparé mon intervention d'aujourd'hui pour illustrer ces propos. Donc je pense que ils sont peut-être assez clairs maintenant pour vous, donc je vais les citer. Les feuillus sont passés dans la plupart des cas de la sécurité conductrice à l'efficacité conductrice et de la résistance à l'embolie à la capacité de réparation de l'embolie. L'invention du vaisseau a permis la division du travail et la multiplication des stratégies possibles, reposant sur des compromis entre sécurité et efficacité. L'étonnante polymorphie des cellules de ces bois est sans aucun doute une clé au succès évolutionnaire des angiospermes. Une autre approche est celle de l'anatomie fonctionnelle et écologique, hein, qui est surtout quantitative. Euh, donc, elle vise à étudier l'impact des conditions de croissance sur la formation du bois, donc la xylogénèse, et les traits fonctionnels du bois. Donc, quand on parle de traits, c'est justement des caractéristiques qui peuvent se mesurer. Donc là, j'ai relevé l'exemple de la variation du diamètre moyen des vaisseaux en fonction des précipitations estivales moyennes. Donc, je vais pas m'étendre sur cette approche. C'est celle qui m'est la moins familière. Alors, je vais parler maintenant de l'application de l'anatomie systématique, qui est l'identification d'une espèce végétale à partir de l'observation de son bois. Donc, elle est rendue possible par la variabilité interspécifique, la variabilité entre espèces. Donc, bon, moi, je préfère parler peut-être de la biodiversité. Euh, elle est liée bien sûr à l'adaptation au milieu. Elle repose sur des caractères héréditaires, génétiques, qui vont se transmettre de génération en génération à l'intérieur d'une même espèce. Et pour illustrer ça, donc voilà, j'ai pris des photos de quatre espèces de rhamnus ou anciennement rhamnus. Donc le nerf brun des Alpes, le nerf brun purgatif, le nerf brun à la terne et la bourdaine.
Et on voit que ces bois sont quand même assez différents avec des porosités qui sont bien différentes. Alors, cette identification des bois, elle va être compliquée par tout d'abord la variabilité intraspécifique. Donc, à l'intérieur d'une même espèce, les individus sont génétiquement différents. Je pense que ça a été rappelé par Antoine Kremer. Voilà, deux chênes d'une forêt sont plus différents génétiquement que deux êtres humains. Donc, on a à l'intérieur d'une même espèce des individus qui sont différents les uns des autres. Et puis, par ailleurs, les conditions environnementales vont avoir une influence sur le développement et la croissance de l'individu, et en particulier sur la largeur de cerne. C'est le principe de la dendrochronologie. Donc, on peut avoir des individus de la même espèce qui, au final, ont des aspects extrêmement différents et ça peut compliquer l'identification de l'espèce. On a également une variabilité intra-arbre, c'est-à-dire au sein d'un même individu, on va avoir une variabilité radiale avec le bois juvénile près de la moelle, ensuite le bois mature. On va avoir une variabilité longitudinale avec les bois de racines, de troncs et de branches qui sont différents, donc beaucoup de bois différents à l'intérieur d'un même arbre. Et en parlant de ces variabilités intraspécifiques et intra-arbre, on comprend que ce qui fait la valeur d'une xylothèque, c'est-à-dire une collection de bois, c'est la quantité et la qualité des informations qui sont rattachées à chaque spécimen. C'est-à-dire que quand on a un échantillon de bois, c'est très important de savoir à quel niveau de l'arbre il a été prélevé, dans quel organe, et puis dans quelles conditions l'arbre qui l'a produit a poussé. Voilà, ça, c'est des informations qui sont primordiales. Alors, euh, au-delà de la variabilité, il y a des espèces distinctes qui produisent des bois très ressemblants et donc leur identification, leur différenciation peut s'avérer difficile. Donc on a comme ça des affaires qui sont plus ou moins classées. Donc on a par exemple la différenciation du mélèze et de l'épicéa qui n'est pas simple du tout au niveau microscopique. Et depuis Bartholin, bon, on pense que le critère qui est le plus fiable, c'est celui qui concerne les petites ponctuations aréolées des trachéides radiales. Bon, je n'ai pas parlé des trachéides radiales, mais il y a effectivement chez certaines espèces de résineux des trachéides radiales. Et puis, il y a le cas des chênes qui sont utilisés en tonnellerie, donc le chêne sessile et le chêne pédonculé. Donc, il y a une méthode quantitative qui a été proposée et qui repose sur le nombre de rangées de vaisseaux dans le bois initial et sur le pourcentage de bois final. Donc, c'est une méthode quantitative. Mais bon, il semblerait que l'affaire ne soit pas encore complètement résolue. Alors, les applications. Donc, les expertises, elles sont très nombreuses, hein. On identifie les bois dans des contextes extrêmement variés. Donc, on peut expertiser, identifier l'essence sur des bois dégradés, carbonisés, pétrifiés, parfois des petites particules. Donc là, c'est juste un exemple d'expertise pour le compte d'une ONG qui lutte contre le commerce illégal des bois dans le secteur du charbon de bois. Donc, il fallait identifier le bois qui composait ces briquettes de charbon de bois. Donc, ce n'était pas des morceaux massifs de charbon de bois, hein, ça aurait été trop facile, mais c'était vraiment des briquettes reconstituées à partir de petites particules de charbon de bois. Donc là, j'ai mis deux images qui montrent qu'on a des images, voilà, des échantillons qui sont quand même assez dégradés et on essaye de collecter des indices. Donc là, en l'occurrence, on a une limite de cerne, on a une répartition homogène des vaisseaux, on a des perforations scalariformes, on a des ponctuations intervasculaires qui sont très très petites. Donc tout ça, ça permet d'identifier le boulot. Un autre cas classique, bon, c'est l'identification d'espèces de bois de racines. Ça, c'est dans les querelles de voisinage, hein, quand on a
des dégâts qui sont occasionnés par les racines d'un arbre qui appartient au voisin. Donc, bon, je vous le montre simplement parce que ça m'a donné l'occasion de prendre une image intéressante de bois de racines de platane. Donc là, ici, à droite, cette image, on voit l'intérieur des cellules de rayons ligneux. Et je vous la montre en particulier pour les grains d'amidon qu'on voit très bien. Et voilà, c'est simplement pour rappeler que en fait, l'arbre, il va stocker des réserves d'amidon, principalement dans le bois des racines. En tout cas, il y a beaucoup de réserves d'amidon dans le bois des racines. Et là, c'était vraiment très net dans le cas de cet échantillon. Donc le platane, ça c'est des bois qu'on reconnaît très facilement, ils sont courants. Et puis quand on est amené à identifier un bois qu'on n'a jamais vu de notre vie, qu'on ne connaît pas, on est obligé d'utiliser des outils. Et à ce moment-là, on va utiliser la base de données Inside Wood, hein, qui contient donc plus de 10 000 descriptions. On va interroger la base de données. Les bois de feuillus sont décrits à partir de 221 critères et les bois de résineux à partir de 124 critères. Alors, je finis mon intervention avec cette diapositive pour évoquer tout simplement la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, il est vraisemblable que les milliers d'images que j'ai pu produire vont servir à alimenter euh, un jour une intelligence artificielle qui, par analyse d'images, saura très rapidement reconnaître les voix. Voilà, c'est un sujet de réflexion. Euh, bon, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que malgré cette révolution, je pense qu'on continuera toujours à s'intéresser aux arbres et aux bois. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette présentation. Nous avons une vingtaine de minutes. Des questions vous ont été posées. Je vais vous en transmettre quelques-unes. Deux questions qui sont relatives à la croissance. Alors, l'une qui concerne les conifères. Pourquoi les conifères poussent-ils plus vite? Et déjà, est-ce que c'est vrai que les conifères poussent plus vite? Et pour quelles raisons? Est-ce que c'est lié à leur bois? Est-ce que c'est lié aux trachéides? Autre question, à l'inverse, si on prend le chêne, pourquoi sa croissance est-elle si lente alors qu'il a une stratégie basée sur l'efficacité? Euh, alors, j'ai pas, je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Je pense qu'il y a des résineux qui ont des croissances lentes. On a des feuillus qui ont des croissances très rapides. Euh, donc, bon, j'ai pas d'explication, d'autant plus que je pense pas que ce soit des choses qui peuvent être complètement généralisées. Euh, pour le chêne, euh, ce qui va conditionner. Alors, la croissance du chêne, elle dépend beaucoup de son environnement, hein. Euh, je ne sais pas si on peut qualifier le chêne d'arbre à croissance lente. En tout cas, on sait qu'un chêne qui pousse dans une futée régulière, c'est-à-dire un peuplement qui est composé d'arbres qui ont tous à peu près le même âge, le chêne, il va être obligé de privilégier la croissance en hauteur, hein, pour aller chercher la lumière. Donc, il va avoir par conséquent une croissance en largeur qui sera réduite. Il va former des cernes assez étroits. Et en revanche, le chêne qui est tout seul au milieu d'un parc, qui n'a pas de concurrent concernant la lumière, il n'aura pas besoin de croître énormément en hauteur. Et à ce moment-là, il va vraiment s'élargir et former des cernes qui sont assez larges. Et donc, c'est vrai que sur le chêne, pour avoir observé quand même des cernes de bonne largeur, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que le chêne soit vraiment enfin, fasse partie des arbres à croissance lente. Deux autres questions. Les ponctuations aréolées dont vous avez parlé, est-ce elles sont impliquées dans le fait d'aspirer de la sève brute à d'importantes hauteurs? C'est le premier point. Et l'autre question, les palmiers. Une personne s'est interrogée sur les palmiers. Est-ce que les palmiers ont des trachéides, des vaisseaux? Comment un peu ça se passe? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer leur résistance à la sécheresse? Alors, les ponctuations aréolées, euh, alors, c'est pas, voilà, la physiologie de l'arbre, c'est pas ma spécialité.
Mais le fait que la sève soit capable de monter à de si importantes hauteurs, je ne pense pas que ce soit lié aux ponctuations aréolées. Euh, c'est surtout lié à des phénomènes physiques de tension, tension de surface. Et le fait que les capillaires au niveau des feuilles, donc vraiment à l'extrémité supérieure des colonnes d'eau, que les capillaires soient extrêmement fins et ça développe des forces de tension de surface qui sont extrêmes. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer mieux que ça. En tout cas, l'idée, je sais qu'il y a une idée qui a circulé à un moment donné que les ponctuations aréolées fonctionnaient un petit peu comme des valves anti-retour. C'est pas du tout le cas. Voilà. Pour les palmiers, donc les palmiers, ce sont donc on a les gymnospermes et les angiospermes. Donc les gymnospermes, ce sont les végétaux pour lesquels la graine n'est pas enfermée dans un fruit fermé. Donc les conifères, ce sont des gymnospermes. Chez les conifères, les graines, elles sont à la base des écailles, mais elles ne sont pas enfermées dans un fruit. Donc gymnosperme, ça veut dire graine nue. Les feuillus, eux, ce sont des angiospermes. Donc, angiosperme, ça veut dire que la graine est enfermée dans un fruit fermé. Dans les angiospermes, il y a deux grands groupes. Il y a les monocotylédones et les dicotylédones. Donc, les cotylédons, en fait, c'est les organes qui stockent les réserves dans la graine, aux dépens desquels se développe l'embryon. Donc, chez les monocotylédones, on a un seul cotylédon dans la graine. Chez les dicotylédones, on a deux cotylédons dans la graine. Et les arbres feuillus sont des angiospermes dicotylédones pérennes. Voilà. C'est-à-dire que pour le bois de feuillus, il est formé uniquement par les végétaux qui sont des angiospermes dicotylédones pérennes, c'est-à-dire qui vivent plusieurs années. Les angiospermes monocotylédones, ça c'est un groupe de végétaux qui n'ont pas de cambium. Donc, c'est des végétaux qui ne sont pas capables de former du bois, puisque c'est le cambium qui forme le bois. Donc, dans toutes les angiospermes monocotylédones, on peut pas parler de bois. Donc, on peut pas parler de bois de palmier, on peut pas parler de bois de bambou, de bois de roseau, voilà, euh, toutes ces angiospermes monocotylédones ne forment pas de bois au sens botanique du terme. Donc, ça va être, alors ça a un nom, c'est quand en fait, c'est comme un état juvénile hein, qui se prolonge à l'âge adulte, c'est-à-dire que les monocotylédones fonctionnent uniquement avec des faisceaux conducteurs. Donc, dans chaque faisceau conducteur, on a un petit peu de xylème, donc qui conduit la sève brute, et un petit peu de phloème qui conduit la sève élaborée. Et par contre, toutes les angiospermes ont des vaisseaux. Voilà. Donc, que les vaisseaux soient dans du bois ou pas dans du bois, c'est toujours des vaisseaux. Voilà. Merci. Vous avez parlé toujours au sujet du fonctionnement. Vous avez parlé du mécanisme d'évaporation et de la sève qui montait sous tension. Comment ça se passe au printemps quand il n'y a pas de feuilles et donc pas d'évaporation? Alors, quand il y a pas encore les feuilles hein, qui transpirent et donc pas d'aspiration, donc on a la poussée racinaire. Donc, la poussée racinaire, euh, c'est donc au niveau du bois des racines, on va avoir le parenchyme. Donc, si on se souvient, le parenchyme, il a stocké de l'amidon. Et donc, il va pouvoir hydrolyser cet amidon hein, pour produire des sucres solubles. Et il va libérer les sucres solubles dans le bois des racines, dans les vaisseaux des racines. Donc, ça veut dire qu'au niveau des racines, la sève brute, hein, je parle bien de la sève brute, au niveau des racines, la sève brute, elle va se charger en sucre ou ça peut être des sels minéraux. Et le fait que cette sève s'enrichisse en soluté, en substance dissoute, ça va provoquer une entrée d'eau du sol dans la racine par osmose. Voilà, c'est l'osmose. L'osmose, c'est le déplacement de l'eau
du milieu où il y a le moins de soluté vers le milieu où il y a le plus de soluté. Donc on a cette entrée d'eau par osmose qui est provoquée par la libération de soluté dans la sève brute du bois des racines. Alors, vous avez parlé en lien avec le changement climatique, un peu des possibilités d'adaptation à des climats plus chauds. Vous avez parlé aussi d'embolie hivernale. Euh, une question porte sur les stratégies. Si l'on compare les stratégies du hêtre et du chêne, on a vu qu'ils ne fonctionnaient pas tout à fait de la même manière. Vous l'avez présenté. Quelles sont les forces et les faiblesses pour ces deux essences? Et puis, si l'on va du côté des conifères, l'un des participants mentionne le pas maritime qui serait considéré par certains forestiers et dans certaines régions, en tout cas, comme vraiment un champion de l'adaptation ou de la résistance à des climats plus chauds. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette comparaison des essences entre elles et de leur stratégie par rapport au réchauffement climatique? Alors, jusqu'à maintenant, euh, la stratégie du chêne et la stratégie du chêne et celle du hêtre étaient considérées comme équivalentes. Voilà, elles avaient toutes les deux réussi, donc c'était deux stratégies gagnantes en région tempérée. Et donc voilà, la stratégie du chêne, c'est aussi celle du châtaignier, par exemple. Voilà, il y a vraiment plusieurs espèces végétales qui ont adopté l'une ou l'autre des stratégies. Donc, ces deux stratégies qui, jusqu'à maintenant, ont été payantes. Après, voilà, la sensibilité des espèces au changement climatique et au risque accru d'événements extrêmes en termes de sécheresse. Bon, ça, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus isoler que le bois. Il va y avoir aussi la morphologie des feuilles, la capacité à fermer rapidement les stomates. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui interviennent. De manière générale, les conifères sont plus résistants à la sécheresse que les feuillus. Enfin, en tout cas, les champions de la résistance à la sécheresse, on va les trouver parmi les conifères. C'est pas le pin maritime le champion. Vraiment, enfin, on considère que enfin, on peut observer, hein, c'est pas on considère, hein, c'est que c'est factuel. Les conifères qui résistent le mieux à la sécheresse sont des conifères qui appartiennent à la famille des cupressacées. Donc, en particulier des genévriers ou des cyprès. Vous l'avez présenté un peu vers la fin de votre présentation. Euh, En fonction des années et du climat, enfin de la météo, des conditions qu'il y a dans une année, dans quelle mesure ça va se répercuter sur le nombre et la taille des vaisseaux ou des trachéides formés? Euh, vous voulez dire On voit que les les... cernes, par exemple, n'ont pas la même épaisseur. Oui, Et est-ce que aussi sur la taille des vaisseaux, des années sèches vont conduire à la formation de vaisseaux plus petits? Questions toutes simples. alors il y a deux, enfin il y a vraiment plusieurs stratégies. C'est-à-dire qu'il y a il y a des espèces qui vont avoir tendance à réduire la taille des vaisseaux, donc pour adopter un système conducteur plus sécuritaire. Et puis il y a d'autres espèces qui, en réponse à un manque d'eau, vont au contraire augmenter la taille de leur vaisseau pour maximiser l'efficacité hydraulique. Donc ça, c'est vraiment des réponses qui sont différentes pour chaque espèce et chaque espèce a vraiment une stratégie qui lui est propre. La Vous avez taille des parlé, trachéides, pardon. la taille des trachéides, oui, j'imagine qu'elle varie aussi. Oui. Vous avez parlé d'embolie. Comment se réparent les embolies? Est-ce qu'elles se réparent? Et si oui, par quel processus? Alors, c'est toujours l'osmose. Donc, on va avoir bon, la poussée racinaire hein, qui peut déjà réparer partiellement les embolies. Mais on a aussi une, euh, ce qu'on appelle la pression de tronc, enfin stem pressure, où on va avoir toujours le même mécanisme. Le parenchyme qui libère dans les vaisseaux. Je dis vaisseaux parce que c'est surtout les feuillus, a priori, qui sont capables de faire ça. Donc, le parenchyme qui libère dans les vaisseaux des sucres solubles
Et donc, la présence de sucre à l'intérieur du vaisseau va provoquer une entrée d'eau dans le vaisseau depuis les tissus voisins, et donc ce qui permet le remplissage d'un vaisseau qui se serait partiellement vidé, et la mise en place à un moment donné d'une surpression qui permet de réparer l'embolie. Voilà. Donc c'est le cas, enfin l'exemple le plus connu, c'est celui de l'érable à sucre, puisqu'on sait que l'érable à sucre, à la sortie de l'hiver, sa sève brute est vraiment sous pression. C'est le principe de la récolte de la sève d'érable pour la fabrication du sirop d'érable. Donc, dans la période, enfin, au printemps, quand il gèle la nuit et qu'il dégèle le jour, la sève brute de l'érable est vraiment sous pression. Et ça, c'est lié au fait que on a cette sève qui est sucrée et donc le fait qu'elle soit sucrée, ça va provoquer une entrée d'eau par osmose des tissus environnants. Donc la sève, à ce moment-là, elle est sous pression et elle jaillit par les perçages que pratiquent ceux qui récoltent la sève à cette période. Alors, il nous reste quelques minutes. Je prends cette question. Pourquoi certaines variétés de chênes sont plus adaptées au stress hydrique que d'autres? Alors, quand on étudie les différentes espèces de chênes, euh, c'est assez flagrant. Enfin, chez le chêne, l'adaptation à la sécheresse, elle va vraiment dans le sens d'une diminution de la taille des vaisseaux. Donc, voilà, quand on compare les chênes pédonculés, sessiles, chevelus, avec des chênes méditerranéens comme le chêne vert ou le chêne liège, euh, on voit que le chêne liège et le chêne vert ont vraiment des vaisseaux beaucoup plus petits. Donc, dans le cas des espèces de chênes, c'est clairement une diminution de la taille des vaisseaux, l'adaptation à la sécheresse. Une autre question de Christian. Est-ce que les cambiums peuvent entrer en activité avant le débourrement des bourgeons? Oh là! Alors ça, c'est une question assez pointue. Et non, je suis désolée, je crois Bon, que malheureusement, je vais pas être il y a capable de répondre à cette dernière pas question. de problème. Alors, je vous renvoie une autre question. Est-ce que le lien entre la structure du bois, vaisseau trachéide, et la solidité du bois, qu'est-ce qu'on peut dire? Et notamment, pourquoi est-ce que le bois de chêne est très solide? Autre question qui vous était posée. Donc, la résistance mécanique, elle est surtout liée à la densité. Et la densité d'un bois, elle va s'expliquer par les fibres, hein. Donc, la quantité de fibres, mais aussi la qualité de fibres. Donc, chez les bois qui sont particulièrement denses, comme le chêne ou le charme, on a vraiment des fibres avec des sections très réduites et des parois très épaisses, alors que chez les bois peu denses, comme le peuplier, on va avoir des fibres assez larges avec des parois très minces. Donc, c'est vraiment la qualité de la fibre et, euh, et sa quantité, mais surtout la qualité, qui va expliquer que certains bois sont particulièrement denses. Euh, à la conclusion de votre présentation, vous avez parlé des perspectives. Là, on voit encore à l'image la révolution de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour nous entraîner à reconnaître un bois, enfin une essence à partir d'un bois? Est-ce qu'il y a des outils papier, des guides numériques, un peu comme PlanteNet peut nous permettre de nous proposer des choses par rapport à une photo? Comment vous pourriez nous orienter par rapport à ça? Alors, vous voulez parler d'outils numériques? Oui, entre autres. Alors, bon, il commence à exister quelques outils numériques, mais qui permettent d'identifier vraiment les bois les plus courants. Alors, j'ai pas de référence parce que c'est des outils que j'utilise pas, et c'est vrai que bon, moi j'ai tendance à penser que pour les bois les plus courants, voilà, on peut apprendre, on peut apprendre à le faire Mhm. nous-mêmes sans avoir besoin d'un outil numérique. Euh,
Mais bon, c'est un peu trop tôt pour avoir des outils numériques qui sont un petit peu équivalents à ceux qui existent en botanique. Peut-être que ça viendra, j'imagine que ça viendra. Après, la difficulté, ça va toujours être la préparation de l'échantillon, parce qu'il faut quand même que la surface qui soit proposée à l'outil montre suffisamment d'informations et soit suffisamment nette, suffisamment préparée. Enfin, quand on doit préparer un bois pour l'observation humaine à l'œil, on doit vraiment préparer la surface à la lame de rasoir et c'est un petit peu le prérequis. Et pour l'instant, je pense que on ne pourra pas faire autrement, même si on utilise un outil numérique. Voilà.